à Kiev, notamment ce soir, ce sont des militants d'extrême droite qui occupent le bureau du maire. Oui. On a vu des images dans le journal de 20h de France 2, des militants cagoulés avec des croix gammées, tagués sur les murs. Est-ce que ça aussi... Ça, on le sait depuis le début, on veut le dissimuler. On veut pas que, sous prétexte qu'il y a des bons et des mauvais. Non, tout le monde l'a dit. On veut les bons mais c'est un des problèmes. Faut l'avouer, c'est un des problèmes. Enfin, c'est un des problèmes, mais tout le monde a dit quoi? Mais ça aussi, c'est Maïdan? Ah non. Il y a toujours eu une extrême droite, attendez, il y a toujours eu une extrême droite qui était violemment anti-russe et qui s'est manifestée à Maïdan, mais tous les gens qui sont allés à Maïdan et qui sont restés longtemps, on dit que c'était une petite minorité. C'était des gens très décidés, ils étaient souvent en avant des manifestations, mais que véritablement, ils n'étaient pas la foule qui était là et qui participait en liaison avec la ville, etc. C'était des gens très fermés sur eux-mêmes, si j'ose dire. D'ailleurs, vous voyez-les. Hein, c'est pas du tout le genre des Bernard, tu as raison, mais comment c'est vrai que c'est pas la foule, mais c'est le noyau dur. Le parti Svoboda, lui, il a des trois partis. Le parti Svoboda, il s'appelait comment il y a 1 an et demi ou 2 ans? Non, mais c'est un parti nationaliste, le parti Svoboda, faut le dire. C'est un parti nationaliste. Il s'appelait Parti National Socialiste. Mais non, mais il a été reconnu. Il s'appelait National Socialiste. Il y a 3 partis d'opposition, dont un nationaliste. Un s'appelait Svoboda, l'autre s'appelait Griffon, il y en a un troisième. Mais Bernard Kouchner termine et je vous donne la parole, pardonnez-moi. Non, je crois qu'on se trompe sur l'importance, la ferveur, la détermination des gens qui étaient à Maïdan. C'était pas du tout cela. Ceux qui ont vécu plusieurs jours, attendez, il n'y a pas de 55 ans. Salut à tous, bienvenue pour ce 56e numéro des infos dont on parle peu, un numéro audio encore cette semaine, votre serviteur n'ayant pas encore totalement récupéré. On va se concentrer cette semaine sur les infos internationales en parlant énormément de l'Ukraine et on terminera par l'économie en faisant un tour global de l'économie, que ce soit aux États-Unis, en Grèce et bien évidemment en France. Alors attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales et on revient longuement sur l'Ukraine bien sûr et sur le coup d'État, parce qu'il faut bien appeler un chat, hein. Jusqu'à preuve du contraire, le président Yanukovych a été élu dans le respect des règles démocratiques, n'est-ce pas ? Ce qui est bien avec Internet, c'est que c'est vrai qu'on a tout et n'importe quoi, mais on a tout. Donc si on cherche un petit peu, on commence à trouver des pièces extrêmement intéressantes qui nous parlent de cette révolution, entre guillemets, révolution qui a été grandement poussée par les Occidentaux, comme la révolution orange de 1991, pour ceux qui se rappellent. Alors revenons d'abord sur les déclarations de gens comme Zbigniew Brzezinski, quand même, l'homme d'influence américain, directeur de la commission trilatérale de 1973 à 1976, directeur du CFR de 1972 à 1977, conseiller de Jimmy Carter de 1977 à 1981. C'est lui qui débarque au Pakistan en 1979 pour annoncer le soutien des États-Unis aux Moudjahidines pour lutter contre l'Union soviétique qui est en guerre à ce moment-là en Afghanistan. Ces Moudjahidines, c'est bien sûr le prélude à l'organisation Al-Qaïda, rappelez-vous. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. Eh bien, notre ami Brzezinski, il ne faut pas oublier que dans son livre « Le Grand Échiquier » de 1997, il a déclaré « Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. L'Ukraine constitue l'enjeu essentiel. Si l'Occident devait choisir entre une Ukraine démocratique et une Ukraine indépendante, ce sont les intérêts stratégiques et non des considérations démocratiques qui devraient déterminer notre position. »
Voilà ce qu'il a déclaré notre ami Brzezinski. On va reparler de Brzezinski un petit peu plus tard. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. On a ensuite la fameuse conversation téléphonique entre Victoria Nuland, la diplomate américaine, et Geoffrey Piat, l'ambassadeur US à Kiev, qui parle du changement de régime en Ukraine et quelle tête les Occidentaux voudraient voir en première ligne en Ukraine. Écoutez, regardez. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here. Especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yats. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a three-way, you know, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog. He's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. He's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Parlons du coup d'État maintenant. Alors encore une fois, on ne doute pas que des Ukrainiens ont soutenu la révolution en pensant bien faire. C'est ce qu'on appelle les idiots utiles du système. Mais bon, derrière eux se cachaient des types d'extrême droite. Regardez. We lead Ukraine's and Europe's biggest battle. In a vibrantly edited clip, the right sector movement of Ukraine states its mission. And while some think that the revolution here ended with the ousting of President Yanukovych, its leader Dmitry Yarosh has a different view. This is just the beginning. Ukraine's resurrection, Europe's resurrection, they start at our Maidan. Jewish community in Zaporozhye in southeastern Ukraine thought calm had returned, but on Tuesday an unidentified man tried to set the town's synagogue ablaze with Molotov cocktails.
4 masked men started throwing explosives at our synagogue at around 11 p.m. Our security tried to catch the perpetrators, but they failed. The right sector is the core and the voice of the uprising, but the extent of its involvement in the acts of vandalism and violence rocking Ukraine now is hard to verify. The attacks are often perpetrated by unidentified masked men. Finding who exactly they represent is difficult. The word on the street is that there are several armed factions operating under the Maidan banner now, raising serious concerns about the rise of extremism, just as the symbols of the tragic past resurface on Ukraine's streets. On a ensuite le témoignage de Natalia Vitrenko, la présidente du Parti socialiste progressiste d'Ukraine, dont voici quelques extraits. Écoutez, regardez. Действительно, на Украине готовилось подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, соглашение кабальное для Украины. Украина полностью теряла свой суверенитет и наносился бы им огромный удар по экономике нашей страны. И в последнюю минуту остановились и отказались и правительство, и президент от подписания этого соглашения. И тогда парламентская оппозиция, ориентированная на Запад, и плюс олигархи Украины, которые тоже интегрированы уже на Западе, они призвали людей на Майдан, и тогда начался Евромайдан. Сначала он начался как мирная акция, когда собрались люди, требуя подписания соглашения. Сначала это были депутаты парламента от оппозиции, это Яценюк, Кличко и Свободу возглавляет Тягнебок. Вот они втроем стояли на Майдане. А потом инициативу захватил правый сектор. И начиная со середины декабря уже всю политику Майдана диктовал правый сектор. Правый сектор – это никак не конституированная организация, просто объединение разных неонацистских партий и движений. Это очень хорошо подготовленные боевики, террористы. Они не скрывают этого. Партия «Свобода» в своей программе четко показывает, что они исповедуют национал-социалистскую идеологию. Их идеологами являются Донцов, Сциборский, Михновский. Это все идеологи украинского интегрального национализма. Это такая разновидность фашизма. Их символами является, и потом уже и у правого сектора, и потом все видели это на Майдане, их символами являются нацистские свастики, нацистские флаги черно-красные. Они пишут везде цифры 14 и 88. Это 14 российский лозунг, 88 это Хайль Гитлер. Они все время на Майдане заявляют: Украина для украинцев. Слава нации, смерть врагам. Русских на ножи, коммунистов на виселицу. Это откровенный нацизм. Да, действительно, министры иностранных дел Германии, Польши и Франции, они стали гарантами подписания соглашения 21 февраля между Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, которая, в общем-то, и завершила государственный переворот. Я хочу сказать, что и до этого момента именно европейские чиновники, представители Евросоюза, как и Соединенных Штатов Америки, постоянно были на Майдане. Они постоянно видели, что происходит в Киеве. Однако они не замечали, что эта акция не мирная, что там боевики, они не замечали, что там неонацисты. И когда 19 февраля послы собрались иностранных государств, и служба безопасности Украины сказала, что необходимо вводить антитеррористическую операцию, потому что угроза реальная стала терактов, то послы европейских стран запретили это делать Украине. А вот уже
только 19-го не запретили, а 20-го начался вооруженный штурм Верховной Рады, и вечером под дулами пистолетов Верховная Рада Украины провела свое заседание, переформатируя парламент. И вот 21-го, на следующий день, собираются Янукович, Кличко, Яценюк и Тягнибок вместе с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции и подписывают соглашение. В этом соглашении, во-первых, за 48 часов нужно поменять государственное устройство Украины через изменение Конституции. Во-вторых, за 10 дней сформировать новое правительство. Повторяю, боевики на Майдане контролируют, терроризируют весь Киев, но это никого не волнует. В-третьих, запрет вводить чрезвычайное положение и провести, в этом же соглашении сказано, досрочные президентские выборы. И кроме того, за 48 часов всем боевикам сдать незарегистрированное оружие. Что произошло дальше? Все пункты соглашения, которые касались Януковича или депутатов парламента, были выполнены. А боевики, не нацисты, сказали, что они ничего не подписывали и не собираются никакое оружие сдавать. И до сих пор на Украине льется кровь, идет террор, боевики, не нацисты, вооружены и оказывают самое грубое давление, запугивание, шантаж депутатов как парламента Украины, так и местных советов. То есть страны Евросоюза, и в большей степени это Германия, Франция и Польша, осветили этот государственный переворот, и вместе с Соединенными Штатами Америки Евросоюз несет полную ответственность за то, что на Украине неонацисты пришли к власти. Я очень хочу, чтобы Европа не допустила Третьей мировой войны. Европа настолько пострадала от ужасов нацизма, Европа заплатила, вообще человечество заплатило 50 миллионов жизней за то, чтобы задушить нацизм. Поэтому нужно просто всем осознать, неонацисты пришли к власти на Украине. Это беда для всей Европы. Вся Европа должна объединиться для защиты своих ценностей, демократии, прав человека, презумпции невиновности, прав национальных меньшин и, безусловно, недопущения нацизма. Вот ради этого мы и приехали сейчас в Европу. Bien évidemment, je vous mets l'intégralité de la vidéo en lien, bien sûr. Hein. Alors quand on entend nos journalistes, nos hommes politiques s'étonner que l'extrême droite ukrainienne ait pris le pouvoir là-bas, on se demande si c'est de l'amateurisme, de l'incompétence ou plus grave, une participation active à ce coup d'État. En tout cas, quelle est la situation aujourd'hui en Ukraine? Alors tout d'abord, l'oligarchie atlantiste a mis à la tête de l'Ukraine Arseniy Yatsenyuka, qui a été ministre de l'économie puis ministre des Affaires étrangères entre 2005 et 2007 en Ukraine, et qui a annoncé que l'objectif prioritaire de ce gouvernement est l'intégration européenne. Arseniy Yatsenyuka, qui a participé il y a quelques mois à une réunion de la commission trilatérale dont le sujet était, je vous le donne en mille, Ukraine and the European Union. C'est fou quand même toutes ces coïncidences, non? Alors le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a remis en cause la légitimité du nouveau pouvoir en Ukraine après la destitution du président Viktor Yanukovych et estime que le reconnaître, comme le font certains occidentaux, était une aberration. Alors dans le pays, on semble être dans une situation pré-guerre civile. De nombreux accrochages ont lieu entre pro-UE, on va dire, et pro-russe de l'autre côté. En Crimée, des hommes armés se sont emparés des bâtiments du gouvernement régional et du Parlement. La Crimée est la seule région ukrainienne où les Russes de souche sont majoritaires. La flotte russe de la mer Noire est par ailleurs basée à Sébastopol. Aujourd'hui, le ministre ukrainien de l'Intérieur par intérim, Arsen Avakov, a accusé les forces russes, je cite, d'invasion armée et d'occupation après la prise de contrôle dans la nuit de 2 aéroports de Crimée, dont l'un militaire, par des hommes armés. Je continue de citer. Je considère ce qui se passe comme une invasion armée et comme une occupation. Fin de citation. Le Parlement ukrainien a voté une résolution appelant les États-Unis et la Grande-Bretagne à garantir sa souveraineté après la prise de contrôle dans la nuit de 2 aéroports de Crimée par des hommes en armes. Les Occidentaux ont appelé également à aider l'Ukraine pour sa reconstruction, notamment en prêtant de l'argent via le FMI, bien sûr. C'est l'esclavage par la dette, on connaît tous ce système.
Comme vous le voyez, la situation est en train de s'envenimer d'heure en heure là-bas, et on attend aujourd'hui, le vendredi 28 février, une allocution du président Yanukovych, qui est réfugié en Russie. Dans le Financial Times, notre ami Brzezinski appelle Obama à se hâter de convaincre Vladimir Poutine que les États-Unis utiliseront, je cite, toute leur influence pour convaincre l'Ukraine d'adopter le modèle finlandais avec un statut de neutralité sur le plan stratégique, hors de toute alliance militaire, mais des relations économiques étroites à la fois avec la Russie et l'Europe. Il estime que Washington doit aussi clairement faire comprendre au patron du Kremlin que les États-Unis riposteraient de manière très ferme si la Russie décidait de déstabiliser l'Ukraine, notamment en usant de son influence pour remettre en cause son statut au sein des grandes organisations comme l'OMC ou le G8. Il se dit convaincu que l'Ukraine rejoindra le camp des pays démocratiques plus tôt que plus tard, et il appelle les Britanniques et les Allemands à prendre le lead pour apporter d'urgence une aide économique à l'Ukraine pour éviter la faillite du pays. Brzezinski suggère aussi que les 10 principaux oligarques ukrainiens, dont les fortunes si vite faites révèlent le degré de profondeur de corruption du pays, participent eux aussi à ce sauvetage en offrant $1 milliard chacun à leur patrie. Alors bon, les grands perdants de toute cette affaire, c'est certainement le peuple ukrainien, tiré d'un côté par l'Ouest, de l'autre par la Russie. Alors moi je suis pour personne, ni pour l'Ouest ni pour la Russie, mais bon, pour ceux qui croient à la démocratie et à la liberté, en Ukraine ils vont vite déchanter, malheureusement, parce que l'Ukraine est un pivot, on va dire, de l'Eurasie, on l'a bien compris. Alors comment ceci va se terminer ? Vous allez me demander. Alors soit une guerre civile avec la partition de l'Ukraine, une guerre régionale avec la Russie, une guerre mondiale, pourquoi pas ? Car on a bien compris que l'Occident voulait repousser les frontières russes, et les Occidentaux ne lâcheront pas, et la Russie ne veut pas perdre l'Ukraine, elle ne lâchera pas non plus. Donc on attend d'heure en heure des éclaircissements sur la situation, et on suivra ça de près, bien évidemment. Enfin, pour ceux qui vont nous accuser de comploteurs, etc., je vous mets en lien le reportage de Canal+, qui date de 2005 et qui s'intitulait « Les États-Unis à la conquête de l'Est ». Voilà, le reportage qui n'a jamais été autant d'actualité. On parle maintenant de la situation au Venezuela. Venezuela, les manifestations des étudiants soutenus par la droite, elles-mêmes soutenues par les États-Unis, perdent un peu de leur intensité. Alors j'espère avoir la semaine prochaine une vidéo permettant de démontrer ces manipulations. On verra ça. En tout cas, entre 2000 et 3000 personnes se sont rassemblées dans le quartier de Chacao, dans l'est aisé de la capitale, pour protester une fois encore contre l'insécurité, les pénuries et l'inflation, mais aussi contre la répression envers les manifestations qui agitent quotidiennement le pays. Cette manifestation, convoquée sous le mot d'ordre « Pas un mort de plus », s'est déroulée dans le calme, mais des incidents sont survenus lorsque environ 200 personnes issues de cortèges ont tenté de bloquer une autoroute à proximité. Elles ont été dispersées par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Il faut dire que 2 manifestants, Brasil d'Acosta et Juan Montoya, sont morts au cours de manifestations ces derniers jours. 5 membres du service bolivarien de renseignement national ont été incarcérés pour leur responsabilité présumée dans cette affaire. Alors bon, 1 an après la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela est dans une situation pré-révolutionnaire, et oui, l'Empire a besoin des richesses du pays. On parle des violences en Irak comme toutes les semaines. On démarre avec le 24 février et le gouverneur de la province de Ninive, qui s'appelle Atil al-Nujaifi, le frère du président du Parlement irakien, qui a survécu à la 3e attaque le visant ce mois-ci, alors que 32 personnes ont péri dans de nouvelles violences à travers tout le pays. 2 bombes placées sur le bord de la route ont explosé à proximité du convoi du gouverneur à Mossoul, chef-lieu de Ninive, blessant 2 conseillers provinciaux sans atteinte de gouverneur. Le 27 février, 37 personnes ont été tuées dans des violences en Irak, notamment dans 2 attentats dans le grand quartier chiite de Sadr City à Bagdad. 27 personnes ont péri dans l'explosion d'une moto piégée sur un marché réservé aux ventes de 2 roues à Sadr City, dans le nord de la capitale, qui a fait également au moins 40 blessés. Un autre attentat à la voiture piégée dans ce même quartier a coûté la vie à 1 personne et blessé 5 autres. Dans le nord de l'Irak, une bombe a explosé près d'une patrouille des milices anti-Qaïda, les Chouas, à Al-Karkat, tuant 2 miliciens. À Kirkouk, la ville pluriethnique du nord de l'Irak, 3 soldats ont péri dans des accrochages avec les insurgés. Dans d'autres attaques, 2 soldats ont été tués à Mishahada, au nord de la capitale, dans l'explosion d'une voiture piégée. Et 2 civils ont péri dans l'explosion d'une bombe près d'un poste de police à Touz,
Kourmatou. On passe à l'Algérie maintenant. Alors il y a plusieurs mois que les États-Unis, après avoir classé l'Algérie comme pays à risque pour la sécurité des diplomates, ont implanté des installations militaires avec contingents de marine à la pointe sud de l'Espagne, sans cacher le moins du monde leurs intentions interventionnistes vers le nord de l'Afrique. 500 marines, 8 avions militaires de combat, les États-Unis ont ainsi déployé depuis l'été 2013 une force militaire d'intervention conséquente dans la petite ville de Morón en Espagne. Alors je ne sais pas si ça se prononce Moron ou Morón, pour les États-Unis on va dire Morón. En Espagne, si le stationnement de militaires américains sur le sol espagnol n'est pas un scoop, ce qui est nouveau en revanche est la spécificité dédiée à cette nouvelle implantation. L'aveu du gouvernement espagnol à ce sujet est d'ailleurs de taille. Permettre à l'armée américaine d'intervenir dans le nord de l'Afrique en cas de trouble majeur. Aujourd'hui, alors que les États-Unis viennent de faire une demande officielle au gouvernement Rajoy d'augmenter de moitié le contingent des marines déjà en place, appelé Force de riposte pour la crise en Afrique, on apprend par le quotidien espagnol El País que sont prévus d'importants mouvements de la marine militaire US sur les côtes espagnoles. Le 11 février dernier, le destroyer américain USS Donald Cook est arrivé avec 338 membres d'équipage à la base navale de Cadix. Un second navire USS Ross arrivera en juin et 2 autres, USS Porter et USS Carney, en 2015. Au total, ce seront 1100 marines avec leurs familles qui s'installeront sur la base de Cadix. Interrogé à propos de ces manœuvres et implémentations militaires, Gonzalo de Benito, secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères, se contente de commenter « Quelles opérations réaliseront ces marines suréquipées ? Je ne peux pas le dire car ces forces ne sont pas venues pour des opérations précises, mais des contingences qui peuvent se produire. Que ce soit en Italie, en Espagne, au Nord Mali ou au Niger, qu'elles soient françaises ou américaines, force est de constater que les implantations militaires se multiplient dans la région proche Maghreb. On parle maintenant de la France et le Parlement qui a autorisé mardi dernier, à une large majorité, la prolongation au-delà de 4 mois de l'opération militaire française en Centrafrique. Et oui, au début, rappelez-vous, c'était prévu pour 4 mois. Alors, à l'issue d'un débat au cours duquel le gouvernement a souligné l'urgence de passer le relais aux Nations Unies. Bah oui, mais apparemment, ils sont pas pressés de venir, hein. Les députés se sont prononcés par 428 voix pour, 14 contre et 21 abstentions, la plupart des groupes ayant décidé de voter la prolongation. Au Sénat, le vote a été acquis par 328 voix pour, 3 sénateurs ont voté contre et 15 se sont abstenus. À Bangui, la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba-Panza s'est aussitôt réjouie que le peuple français accepte de voler au secours du peuple africain. La situation humanitaire est dramatique en République centrafricaine. Selon le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, au moins 15 000 personnes, essentiellement des musulmans, sont encerclées et risquent d'être attaquées par des groupes armés dans l'ouest du pays. Devant les députés, Jean-Marc Ayrault a appelé les Nations Unies à faire davantage et plus vite pour prendre le relais de la France. Alors on parle maintenant d'une opération militaire qui s'étendrait jusqu'en 2015. Rappelons que le coût de cette opération, pour le moment, a été de 100 millions d'euros, mais que la note pourrait vite s'élever à plus de 200 millions. On parle du Nigeria maintenant, et la police nigériane qui a fait état jeudi 20 février de 60 tués dans l'attaque de la ville de Bama, dans le nord-est du pays, par des combattants du groupe islamiste Boko Haram. Mais le bilan pourrait être encore plus lourd, a nuancé le chef de la police régionale à propos de cette attaque survenue. Il a également souligné que les bombardements de l'aviation nigériane en représailles avaient provoqué d'énormes pertes dans les rangs des insurgés. Bama, ville d'environ 300 000 habitants, est située à une 60aine de kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'Est de Borno, et le fief historique de Boko Haram, dont l'insurrection a fait plusieurs milliers de morts depuis 2009. Selon des habitants, les assaillants sont entrés dans la ville à bord de camions, à l'aube, avec des armements lourds, mettant le feu partout et lançant des explosifs dans divers édifices, entraînant la fuite des civils dans la brousse. Le chef du groupe radical islamiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a en outre menacé de lancer des attaques dans la région pétrolière du sud du Nigeria. N'oublions pas que le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. Alors du coup, notre président Hollande est allé au Nigeria pour soutenir le président là-bas, Goodluck Jonathan, contre Boko Haram. Il a dit, je cite, « Votre combat est aussi le nôtre ». Voilà ce qu'il a assuré, et il a continué en disant « Nous serons toujours prêts
à vous apporter non seulement notre soutien politique, mais notre concours chaque fois qu'il est nécessaire. Ah oui, c'est sûr qu'il faut soutenir le président en place, mais il faut surtout soutenir notre multinationale Total, qui exploite une partie du pétrole du Nigeria. Mais encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, je vous le remets encore une fois et je vous le redonne encore une fois, le reportage, ne manquez pas le reportage qui s'appelle Carbonisé, qui parle de l'exploitation du pétrole au Nigeria entre autres. Alors sans excuser le comportement des extrémistes de Boko Haram, regardez dans quelles conditions de pauvreté, de saleté, de pollution et de corruption vivent les Nigériens. Un petit mot sur la Libye. En Libye, 7 corps de chrétiens égyptiens tués par balles ont été retrouvés près de Benghazi dans l'est libyen. On n'a pas eu la réaction de BHL, mais bon. L'Égypte a demandé aux autorités libyennes d'ouvrir une enquête, donc les violences continuent là-bas. On parle d'Israël maintenant. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté le 23 février dernier 2 jeunes Palestiniens près de la ville de Naplouse en Cisjordanie, après que les autorités eurent trouvé sur les 2 personnes 6 dispositifs explosifs improvisés. Voilà ce qu'a indiqué l'armée. Les militaires ont désamorcé les bombes, a indiqué le porte-parole de l'armée, ajoutant qu'une enquête était en cours et que les suspects étaient interrogés. C'est la 2e fois en moins d'une journée que les forces israéliennes saisissent des explosifs en Cisjordanie. En effet, tard dimanche, des groupes ont intercepté 2 Palestiniens à un point de contrôle de sécurité près de la ville de Tulkarm, qui était en possession de 2 engins explosifs et de cocktails Molotov. Les armes ont été confisquées, les suspects ont été remis aux forces de l'ordre pour être interrogés elles aussi. On continue avec Israël, et Israël qui a adopté un projet de loi controversé qui, pour la première fois, fait la distinction entre les citoyens arabes de confession musulmane et ceux d'obédience chrétienne, suscitant des protestations palestiniennes. Le texte approuvé hier par la Knesset, le Parlement israélien, élargit la Commission nationale sur l'égalité des chances dans l'emploi de 5 à 10 membres, accordant des sièges distincts à des représentants des travailleurs chrétiens et musulmans de la communauté arabe israélienne. Je cite, « Nous avons beaucoup en commun avec les chrétiens, ils sont nos alliés naturels, un contrepoids aux musulmans qui veulent détruire le pays de l'intérieur. » Fin de citation. Voilà ce qu'a déclaré le parrain du projet de loi, Yavin Levin, qui fait partie du Likoud, la droite nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La nouvelle loi prévoit également des sièges réservés à la communauté druze, aux juifs ultra-orthodoxes et aux immigrés juifs d'Éthiopie, des communautés où le taux de chômage est supérieur à la moyenne. Un député arabe israélien de la Knesset a dénoncé ce texte comme étant d'un sectarisme sans précédent. Il s'agit d'une manœuvre politique de l'extrême droite, a expliqué Bazel Gattas, un chrétien grec orthodoxe. A noter que notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, a rencontré cette semaine son homologue israélien, Avigdor Lieberman, à Paris. Avigdor Lieberman, membre de l'extrême droite israélienne. Bizarre que la presse n'ait pas trop relayé l'info. Et bizarre que notre ministre spécialiste de l'extrême droite n'ait rien dit non plus. Une autre information à propos d'Israël, mais c'est en France. Boualem Snaoui, l'un des responsables départementaux du Val d'Oise d'Ensemble, une des composantes du Front de gauche et militant de longue date pour la cause palestinienne, a encore du mal à croire à ce qui lui est arrivé. En effet, mardi 25 février, en fin de matinée, 2 policiers sont venus l'arrêter devant son domicile, alors qu'il venait de se garer, sans lui dire les raisons de son interpellation. Alors je cite, « Ils se sont servis des caméras de surveillance de la ville de Montmagny et m'ont suivi jusqu'à chez moi », explique Boualem, qui ne décolère toujours pas. « Même une fois au commissariat, je n'avais toujours rien compris. » Après une petite heure au commissariat, les policiers de Deuil-la-Barre, dans le 95, lui signifient que le procureur de la République a ordonné une perquisition de son véhicule. Je cite, « Ils m'ont menotté avant de me ramener devant chez moi. » À l'intérieur de la voiture, les policiers découvrent nombreuses affiches et tracts qui l'identifient parfaitement comme étant syndicaliste et investi politiquement, ainsi que des affichettes dénonçant la politique de l'État israélien à l'égard du peuple palestinien. Les mains toujours menottées, Boualem Snaoui est contraint de retourner au commissariat où il sera placé en garde à vue pendant 8 heures. Ce n'est qu'après l'arrivée de son avocate, Maître Cochin, qu'il apprend alors que René Tayeb, candidat municipal PS à Montmagny et accessoirement responsable du CRIF du département,
a déposé plainte pour, je cite, dégradation de ses affiches sur les panneaux dédiés à la libre expression publique dans la commune de Montmagny et incitation à la haine raciale. Le parti de Boulahem Snaoui s'est fendu d'un communiqué où les responsables s'insurgent contre, je cite, le détournement des missions de la police nationale à des fins politiques et condamnent, je cite, les méthodes d'humiliation et d'atteinte grave à la dignité des militants des droits humanistes. On passe à la partie économie, on démarre avec l'armée américaine qui se serre la ceinture. En effet, le Pentagone a annoncé qu'en raison des contraintes budgétaires, les effectifs de l'armée de terre américaine allaient être réduits à 440 000 ou 450 000 hommes, leur niveau le plus bas depuis 1940. La flotte d'avions d'appui au sol A-10 va être en outre retirée du service, voilà ce qui annonce des débats enflammés au Congrès. Le secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, a précisé que le retrait des A-10 allait notamment permettre d'assurer le financement du nouveau chasseur-bombardier F-35, dont le programme a accumulé des retards et des surcoûts. L'armée de terre américaine compte actuellement 520 000 membres. En 1940, elle rassemblait un effectif de près de 668 000 hommes. Alors oui, c'est vrai qu'ils vont se serrer la ceinture peut-être, ils vont diminuer le nombre d'hommes dans l'effectif peut-être, mais bon, c'est pour mettre plus de drones, hein, on a bien compris. On parle de l'Italie maintenant et de la ville de Rome qui serait au bord de la faillite. Fortement endettée, la ville de Rome se retrouve au bord de la faillite après le rejet par le Parlement d'une aide financière. Le maire de la ville, l'éternel Ignazio Marino, a menacé de suspendre tous les services municipaux, transport, ramassage d'ordures, etc., si une solution n'était pas trouvée. M. Marino, qui administre la capitale italienne seulement depuis les élections de juin, est confronté à un déficit budgétaire de 816 millions d'euros. La ville pourrait être placée sous tutelle de l'administration si elle ne parvient pas à combler ce déficit par des mesures drastiques. On parle de la Grèce maintenant, qui serait au bord d'une crise de subprime. 2 millions de prêts ne sont plus remboursés, dont 300 000 crédits immobiliers. Selon les chiffres annoncés par le gouvernement grec à la veille du retour de la Troïka dans le pays, la Grèce serait en pleine rémission. Le pays pourrait même afficher un excédent budgétaire pour 2014 de plus d'1 milliard d'euros. Pourtant, au quotidien, l'économie grecque révèle encore une puissante léthargie. Après les sonnettes d'alarme tirées par de nombreuses associations créées pour les surendettés, ce sont les banques qui prennent le relais. Dans un rapport publié dans la presse grecque, elles affirment que plus de 2 millions de prêts sont actuellement non remboursés. 800 000 prêts à la consommation, 900 000 cartes de crédit, 100 000 prêts à des PME et 300 000 prêts immobiliers dont les échéances ne sont pas couvertes depuis 3 mois. Les causes sont les mêmes, une récession qui sévit depuis plus de 6 ans d'affilée, un taux de chômage qui touche 28% de la population et une consommation en berne. Je cite, « C'est une descente aux enfers qu'il est difficile de freiner, même si le gouvernement annonce à grand renfort une sortie de crise », explique Takis Brastos, un économiste, et il rajoute « Au-delà des chiffres, la réalité des Grecs se traduit par la souffrance dans le silence. Sous des sourires ou des semblants d'insouciance, quand ils restent des heures à la terrasse de café pour tuer le temps. Sauf que demain, ils n'auront peut-être plus de toit. » Fin de citation. Alors à propos de la Grèce, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez l'excellente intervention de Nigel Farage au Parlement européen, et il s'en prend aux parlementaires grecs à ne pas rater. On continue, on va parler du Bitcoin. Vous vous rappelez, il y a très peu de temps, je vous disais que le Bitcoin avait atteint une valeur absolument énorme, plus de 1000 $ le Bitcoin. Eh bien, le cours de la principale monnaie virtuelle Bitcoin donc s'est effondré sur la plateforme d'échange japonaise MTJOX. Le mardi dernier à 14h, stupeur, les visiteurs du site mtjox.com tombaient désormais sur une page blanche. Et oui, le site est tombé. Mardi vers midi, heure japonaise, le Bitcoin ne valait plus que 135 $. En janvier donc, le Bitcoin cotait à plus de 900 $ chez MTCox. Voilà, donc la bulle a explosé. On revient en France maintenant et on parle de Michel Sapin qui veut moins de chômeurs à la fin de l'année 2014. Et oui, le ministre ne dit plus qu'il veut inverser la courbe du chômage. Hein. Il veut juste moins de chômeurs. Donc il suffit pour ça de virer quelques chômeurs des listes de la CEDIC. En tout cas, c'est mal parti pour janvier car les chiffres sont tombés. Le nombre total de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, personnes sans emploi tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi, s'établit à 3 316 200 en France métropolitaine, soit une hausse de 0,3% par rapport au mois de décembre 2013, plus 8 900 personnes, et de plus 4,4% en un an. La progression des effectifs des demandeurs d'emploi seniors se confirme et explique l'essentiel de la hausse de janvier, plus 1%, soit 11,6% sur un an. Toutes catégories confondues, la France d'hommes inclus compte 5 228 800 chômeurs sans emploi mais tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi.
Alors conséquence directe de cette hausse du chômage, le surendettement est à la hausse un peu partout en France. Alors dans l'Ain, on compte plus 9,4% par rapport à 2012, en Gironde plus 2,13%, en Alsace plus 0,9%. Ça ce sont des exemples, on peut regarder dans toutes les régions de France, les symptômes sont les mêmes. Autre conséquence, l'explosion de la fraude aux allocations. Pôle emploi serait très régulièrement victime d'escroqueries. Pour l'année 2013, l'établissement public a enregistré 58 millions d'euros de fraude. La directrice prévention et lutte contre la fraude à Pôle emploi déclare dans Le Parisien « En 2012, la fraude subie s'élevait à 39,3 millions d'euros. En 2013, 33 milliards d'euros d'allocations assurance et solidarité chômage ont été versés. Pôle emploi a mis en place toute une série de mesures afin d'éviter la fraude. La directrice, toujours citée par Le Parisien, est formelle. Aucun cadeau n'est fait aux fraudeurs. Nous avons déposé 614 plaintes, dont 236 au pénal en 2013, et les poursuites ne sont jamais abandonnées. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous pour votre soutien grandissant. N'oubliez pas de visiter la page agenceinfolibre.fr, bien sûr, notre page Facebook, le compte YouTube de l'Agence Infolibre où vous allez retrouver toutes les vidéos qui ont été mises en ligne cette semaine. Il y en a encore un paquet à visiter. Le Facebook, je l'ai dit, le Twitter, le live stream, bien évidemment. Voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez bien informés avec l'Agence Infolibre, bien sûr. Ciao.